Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, merci de nous rejoindre pour cette première émission, ce premier plateau de l'année 2021 d'Assurance TV. Alors comme on est le 28 janvier, il est encore temps, je vous présente au nom de toute l'équipe une très bonne année et puis une très bonne santé, on sait que c'est important aujourd'hui. Nous allons nous pencher sur le fonds Eurocroissance aujourd'hui dans cette émission. Fonds Eurocroissance qui a une petite histoire, on va pas la refaire dans son détail, mais il vient de loin, il vient de la loi Fillon de 2003, il s'appelait Eurodiversifié, il a eu peu de succès, il faut le dire. 10 ans plus tard, on l'a amélioré, on l'a appelé Fonds Eurocroissance, mais il n'a pas fait des étincelles non plus. Je crois que je me pencherai vers nos invités sur le plateau, mais j'ai vu qu'il y a environ 3 milliards d'euros d'encours, fin 2019, c'est ce que j'ai au niveau des chiffres statistiques. Et enfin, en 2019, justement, la loi Pacte a créé un nouveau fonds Eurocroissance, plus simple et plus attractif. D'où la question, l'heure du fonds croissance est-elle enfin arrivée? Avec moi pour en débattre, Jean-François Pelé, président du directoire de Préparvis. Bonjour Jean-François, donc filiale du groupe BRED, et donc au-delà du groupe Banque BPCE. Tout à fait, filiale directe de la BRED Banque Populaire. Filiale directe de la BRED Banque Populaire, merci d'être avec nous. Philippe Crevel, économiste de Lorello Ecodata, nous vous remercions de votre présence sur ce plateau. Vous êtes un spécialiste de l'épargne depuis de nombreuses années, vous intervenez sur même souvent sur des chaînes d'émissions, ça vous arrive, et vous publiez chaque semaine une lettre très riche en informations sur l'épargne en France, et notamment sur l'économie en général. Et puis Christian Cacciutolo, qui est un habitué aussi de nos plateaux, qui est président de l'Union nationale d'épargne et de prévoyance, l'UNEP. Donc vous êtes, Christian, bonsoir, vous êtes une des plateformes les plus connues en France pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Vous êtes le partenaire du groupe de courtage d'assurance grossiste Alptis aussi, voilà, et vous êtes à la tête également de la filiale commune UNEP Alptis qui s'appelle Capvita, dédiée à la retraite. Donc je le précise aussi parce que quand on parle d'Eurocroissance, on va aussi parler de la retraite. Donc on va découvrir ou redécouvrir ce fonds croissance, mais avant, notre idée c'était de le repositionner, et c'est pour ça que Philippe Crevel est avec nous, dans son environnement macroéconomique. Je sais que, alors déjà Philippe, vous allez nous donner la situation actuelle au niveau des marchés, des taux, et puis les économistes adorent toujours ça, faire un peu de projection. Et nous aussi, les journalistes aussi, on aime les écouter sur le sujet. La théorie du devin en période de Covid, c'est un peu difficile. Justement, c'est pour ça que vous êtes un peu délicat. Donc, si on regarde évidemment les taux dans le passé, c'est vrai que si on se met dans les années 90, on a eu des taux jusqu'à 17% pour une OAT à 10 ans. En 93, 94, à ce moment-là, il fallait suivre le Deutschmark. Donc les taux d'intérêt est évidemment à un niveau stratosphérique. Quand on se replace au XXIe siècle, quelques années plus tard, dans les années 2000, on est encore à des taux de 6-7% pour l'OAT à 10 ans. Aujourd'hui, ou en 2020, l'État a emprunté en moyenne en négatif sur toute l'année. Toute l'année en taux négatif. Et là, on est aux alentours de moins 0,3% sur l'OAT 10 ans. Donc évidemment, un contexte de taux historique, mais à force de le dire, il ne l'est plus. On est dans un tunnel de taux bas depuis maintenant une dizaine d'années, presque. On copie le Japon. Le Japon, ça fait 30 ans. Donc ça peut être également une perspective sur le moyen et long terme. Si vous m'avez dit prévision, je pourrais vous dire qu'en 2021, en 2022, voire en 2023, on va rester en taux faible. Si ce n'était pas le cas, c'est qu'il y aurait un problème. Et que là, il faudrait courir vite. Car évidemment, dans une période où les États s'endettent à tour de bras, s'il n'y a pas des taux faibles, c'est l'explosion. Et là, toutes les banques centrales, BCE, la Fed, la Banque d'Angleterre, le Japon, même la Chine, tout le monde pratique une politique monétaire dite accommodante, faite de rachat et de taux bas. Donc ça va continuer dans les prochaines années. Je ne connais pas à l'heure actuelle le terme de ce process. Ce serait magnifique. Ceci dit, même avec toute cette masse d'endettement, il n'y a pas un risque quand même de remontée des taux, un risque d'inflation, des choses comme ça, possible? À court terme, il n'y a pas de risque. Après, la sortie de route, le dérapage, une crise sociale, une crise politique,
évidemment, ça change complètement la donne. Le retour des spreads, des écarts de taux entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Allemagne, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, l'objectif des banques centrales, c'est au contraire de tenir tout ça pour éviter l'insolvabilité des États. On a 120% pour la France de dette publique par rapport au PIB. En Italie, ça va être 140%. Donc évidemment que si les taux d'intérêt remontaient, ce serait une situation très compliquée. Il faut savoir que l'État en France, en service de la dette, ça veut dire le paiement des intérêts, en verse moins aujourd'hui qu'en 1997, quand la dette était plus de 2 fois inférieure. Ok, donc c'est effectivement des chiffres qui sont vraiment intéressants à avoir en tête. Et malgré tout ça, l'épargne est placée sur des produits de taux, court terme ou long terme, évidemment, 3 000 milliards à peu près. Allez, 60% de l'épargne française. Il faut distinguer la situation de court terme. On est dans une crise historique, les Français ont peur. Ils peuvent pas consommer parce que les boutiques sont fermées, les restaurants, les bars, on peut pas aller dans sa station de ski. Donc c'est une renonciation à la consommation, donc c'est de l'épargne. Mais comme on a peur, on veut avant tout de la liquidité et de la sécurité. On s'assoit sur le rendement et on verse, ou plutôt on ne verse pas, on laisse une grande partie de son argent sur les comptes courants, plus 50 milliards. Donc en 2020, on en laisse également sur le livret A, qui a fait une excellente année 2020, plus 26 milliards d'euros. C'est sa deuxième meilleure année historique, après celle de 2012 où il y avait eu le relèvement du plafond et une crise de dette souveraine. Donc oui, c'est de l'argent liquide. Et c'est vrai que les Français, mais il n'y a pas que les Français. On dit souvent le Français, il gère mal son épargne. Les Allemands, les Italiens, ils font la même chose. On n'est pas des Anglais, on n'est pas des Américains, on n'est pas des Néerlandais. Et on veut de la sécurité, on veut de la liquidité. On aime bien le rendement, on crache pas dessus, mais quand même, on préfère voir son argent physiquement, voilà, et voir la cassette et non pas jouer, comme on le dit, et prendre des risques. D'accord. Alors on préfère le fonds en euros. Dans le triptyque rendement, garantie, sécurité, rendement et liquidité. Bon, on sait que la liquidité, oui, la garantie, oui, mais le rendement, il n'y en a plus. Alors, ça, c'est le fonds en euros. Mais aujourd'hui, on va parler du fonds euro-croissance, parce qu'il est peut-être temps dans cette situation-là, même s'il y a une approche temporaire, là, liée à la crise. Demain, il va falloir épargner pour du long terme. Alors ce fonds euro-croissance ou ce fonds croissance, alors je crois qu'on l'appelle un peu comme peu importe. Mais je trouve que tout le monde s'est habitué à dire euro-croissance. Je trouve ça plus pratique. En théorie, on ne parle d'euro-croissance que lorsque la garantie est à 100%. Voilà. Bon, on va quand même. Pas très grave. On va garder ce terme sur le fonds euro-croissance. Voilà. Jean-François, vous allez nous expliquer schématiquement son fonctionnement et surtout pourquoi il est plus simple qu'avant. Ah oui. Alors, il est vrai, vous l'avez rappelé, qu'il nous vient de l'euro diversifié. On est passé par l'euro-croissance, on va dire, pré-loi Pacte, et on a donc maintenant l'euro-croissance post-loi Pacte. Fondamentalement, la mécanique interne n'a pas changé. Un gros détail près quand même pour l'épargnant, c'est que l'euro diversifié, le très très vieux, on va dire, lui était un contrat séparé, alors que l'euro-croissance est un support que vous pouvez mettre dans un contrat, mais au même titre que du fonds euro, que des unités de compte, etc. Ce qui quand même change assez fortement la donne. Alors, je vais pas vous décrire l'ancienne euro-croissance, parce que d'abord les 20 minutes qui nous restent ne suffiraient pas, et puis c'est derrière nous. Schématiquement, je crois que ce qui avait été souhaité par le législateur, c'était qu'on ouvre fortement le capot, ce qui n'est pas en soi rédhibitoire, mais lorsqu'on nous oblige à parler à l'épargnant de sa provision mathématique associée à une provision de diversification et qu'on lui donne une information sur la provision collective de diversification différée, je suis désolé, mais à moins qu'il soit actuaire, ça ne l'intéresse pas. Et en plus, les effets induits par ce mécanisme rendaient la valeur de rachat du contrat extrêmement sensible, ne serait-ce qu'au niveau des taux au moment où vous faisiez un versement. Un petit peu comme si vous achetiez un zéro coupon sur le marché. Ce qui est complètement opposé à l'idée d'un épargnant. Dans la nouvelle formule, on a un produit qui maintenant, visuellement, s'analyse exactement comme une unité de compte, mais avec des caractéristiques qui en font une sorte d'unité de compte extrêmement souple, puisque, d'une part,
l'épargnant choisit lui-même le niveau de garantie et la durée, l'horizon auquel il souhaite avoir une garantie. On l'a dit, c'est un produit de long terme, donc ce n'est pas une garantie à 2 ans, à 1 an, ou au jour le jour, comme le fonds euro. Nous avons choisi de le proposer entre 8 ans et 30 ans, mais je sais que certains de mes confrères vont jusqu'à 40 ans, par exemple. Et nous proposons 80, 90 ou 100% garantie. Mais là encore, tout pourrait être envisageable. À noter d'ailleurs qu'il choisit ça au début en fonction d'un certain nombre d'objectifs de vie, mais on en parlera peut-être ensuite. Il peut à tout moment rallonger ou diminuer la garantie s'il le souhaite. En revanche, il ne peut pas la raccourcir parce qu'évidemment ça poserait un problème à l'assureur pour assurer cette garantie. En cours de contrat, eh bien la valeur du contrat peut évoluer à la hausse ou à la baisse avec une volatilité assez faible pour des raisons financières, on y reviendra. Il conserve toute la liquidité du produit. On peut effectivement sortir de l'eurocroissance à tout moment, mais dans ce cas-là sans garantie, puisque la garantie est atteinte au terme. Et contrairement à un produit structuré, vous pouvez conserver cette même garantie sur tous vos reversements ultérieurs, ce qui en fait un produit parfait pour le financement d'un objectif de vie, quel qu'il soit, à long terme, avec une épargne régulière, ce qu'un produit structuré ne peut pas faire, puisqu'il est inhérent aux conditions de marché au moment où on entre. Ce qui veut dire donc à chaque versement régulier, si je souhaite une garantie de 80% de mon capital au terme de 8 ans par exemple, sur la période de 8 ans, j'aurai toujours cette garantie, voilà. cette garantie qui me sera donnée. Et pour être bien clair, sur la période de 8 ans, choisie au départ. Sur la période de 8 ans, choisie au départ. Le versement que vous ferez 5 ans plus tard aura la même garantie sur les 3 ans résiduels. Ok, je peux rallonger en cours de route, mais sur mes versements futurs. Vous pouvez tout à fait, alors sur vos versements futurs ou même sur l'ensemble. Même sur l'ensemble, vous pouvez rallonger à tout moment, oui. On peut rallonger à tout moment. On est vraiment, alors c'est une capitalisation collective, d'une certaine façon, qui finalement intègre quelques mécanismes aussi on va dire du fonds en euros, avec plusieurs provisions, une provision pour garantie au terme, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, parce qu'il faut bien garantir ce capital que vous proposez, et une provision collective de diversification différée, un peu comme une provision pour participation aux excédents, mais appliquée. C'est exactement ça. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur un fonds en euros, c'est une unité de compte intelligente. Alors, je veux dire comme ça, je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave. Une unité de compte un peu intelligente qui s'adapte. Si je devais résumer, je dirais que c'était l'équivalent d'une unité de compte de type produit structuré, fonds garanti, fonds en formule, peu importe, mais avec une garantie qui est choisie individuellement par chaque assuré, avec toute la souplesse de reversement, puisque une fois que vous avez monté votre produit, si j'ose dire, vous pouvez reverser donc à tout moment avec la même garantie, et sur le plan de la gestion financière, toute la souplesse que permet le Code des assurances là-dessus, puisque une diversification sur toutes les classes d'actifs possibles et imaginables, le Code des assurances maintenant, surtout depuis Solvabilité 2, exige une prudence certaine, mais ne limite pas les investissements qui sont réalisables, et avec des possibilités de lissage de rendement justement par les réserves auxquelles vous faisiez allusion, qui sont complètement inaccessibles à un gérant de fonds. Tout à fait. Ça ressemble un peu à vous allez m'arrêter, mais peut-être à ce que les Luxembourgeois ont, un espèce de fonds interne, finalement. Alors, soyons clairs, les fonds internes dédiés sont des sont des eurocroissance avec 0 garantie. D'accord, c'est ça. Donc là, on a un fonds interne avec finalement une garantie. Exactement ça. J'essaie de schématiser. Christian, ce serait plutôt un fonds interne collectif. Collectif, oui. Autant pour moi. Je l'avais effectivement, enfin en tout cas un portefeuille avec une garantie. Christian Cacciutolo, vous qui vous adressez aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants, dites-leur quel intérêt pour un distributeur de proposer. On voit bien que c'est un produit de long terme. Ça change un peu on n'est pas sur des unités de compte. Vous, quel message, puisque vous proposez un fonds croissance assuré par Prépare, oui. Assuré par Prépare, et qu'est-ce que vous dites à vos distributeurs, à vos partenaires?
On part pour les convaincre. Parce que... pour les convaincre, je crois qu'en fait les partenaires attendent quelque chose de notre part, aussi bien des institutionnels que des personnes qui leur font des offres produits. C'est qu'il y a quand même depuis 2008 un changement de mentalité au niveau des épargnants. Déjà, il n'y a pas une très grosse culture financière en France, et il s'avère quand même qu'avec la baisse des taux qui a été évoquée, les Français mettaient énormément sur du capital garanti au travers du fonds en euros. On a vu depuis cette baisse des taux éclore les produits structurés qui ont été évoqués, sauf que la différence fondamentale, comme vous le dites, un produit structuré offre des garanties sous conditions, sous promesse, sous réserve qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Là, quand on choisit le fonds Eurocroissance, on choisit les conditions au départ et les promesses seront tenues quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, pourquoi ? Parce que c'est un produit qui est géré avec une extrême prudence puisque les garanties sont données. Et donc on arrive à avoir un niveau de performance qui est sensiblement supérieur à celui du fonds en euros, mais avec une beaucoup plus grande souplesse et dynamique, puisque les horizons de placement sont collectivement beaucoup plus longs. Et en fait, en réalité, il s'avère qu'aujourd'hui, quand un épargnant a à investir, qu'est-ce qu'il a en face de lui ? Il a, comme vous l'avez évoqué, le livret de caisse d'épargne. Il y a beaucoup d'argent sur les comptes courants. Il a des produits structurés sur lesquels les promesses à tenir sont quand même assez volatiles. Ensuite, il a de l'immobilier où l'horizon de placement est quand même relativement long, où il n'y a pas suffisamment de matière pour pouvoir continuer à donner de l'immobilier de qualité, avec de l'argent qui est relativement bloqué pendant une période certainement encore plus longue que sur les fonds euros. Et ensuite, il y a les valeurs mobilières. Comment est-ce qu'un client qui n'a peu de visibilité fait-il pour placer la totalité de ses avoirs soit sur du fonds en euros ou sur d'autres classes d'actifs ? En fait, le fonds Eurocroissance vient s'intercaler avec beaucoup plus de souplesse, avec une dynamique en termes de performance bien supérieure à celle qu'offre le fonds en euros aujourd'hui. Et même mieux, il permet aussi de piloter, l'accompagnement qu'on pourrait avoir sur les autres unités de compte. Il y a tellement peu de visibilité sur les marchés des valeurs mobilières, même si on a de bons gérants, en France, qu'en fait, quand les marchés montent, baissent, avoir un stock de liquidités qui permettent d'amortir ou de sur- ou sous-pondérer les autres actifs pour, avoir un portefeuille avec une volatilité moins importante, le fonds Eurocroissance répond parfaitement à ça pour permettre aux épargnants d'avoir et la précaution et d'aller chercher un peu plus de performance en gardant la souplesse. Mais en dehors de ça, vous parliez d'une baisse de taux qui n'a jamais été aussi faible. Ça permet aussi de servir des gens qui sont extrêmement importants dans l'économie aujourd'hui, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont d'énormes difficultés pour gérer leur trésorerie. Quelle solution s'offre à une entreprise aujourd'hui pour gérer sa trésorerie ? On y reviendra justement sur ce point. Mais merci Christian. Une précision, je crois que c'est important. C'est un fonds qui est éligible au plan d'épargne retraite. C'est un fonds qui est éligible. De facto, puisque c'est un produit de long terme. On ne parle pas de court terme, finalement, on ne parle pas de gestion de trésorerie. C'est clair. Et c'est un fonds qui est cantonné. C'est un fonds qui est cantonné. Ça aussi. Faut peut-être le repréciser aussi. Oui, alors les fonds cantonnés, je suis toujours hésitant à en parler parce qu'il y a eu des modes. Au fur et à mesure de l'assurance vie, à un moment, il fallait absolument cantonner tous les portefeuilles séparés. Après, il y a eu la mode, au contraire, des fonds généraux, des actifs généraux d'assureurs. Là, c'est un fonds réglementairement cantonné. Il y a au moins une bonne raison, c'est que c'est un fonds qui n'est pas du tout géré avec les mêmes contraintes financières. Christian l'a un petit peu évoqué, dans la mesure où on n'offre pas une garantie tous les jours. On peut évidemment bien mieux diversifier les actifs. À titre d'exemple, chez Prépare, la moyenne des assurés a choisi un horizon moyen de 19 ans. 19 ans. En fait, c'est plus dans l'idée d'un effet de levier sur la performance d'ailleurs que pour une réelle garantie. Mais nous, ce que ça nous permet derrière, c'est un portefeuille qui est finalement beaucoup moins obligataire. Et soyons clairs, aujourd'hui, il n'est pas du tout obligataire. Il y a des produits de dette, mais je pense plus à des dettes privées de type mezzanine ou autre. C'est un produit qui contient de l'immobilier, c'est un produit qui contient des financements d'infrastructures, c'est un produit qui contient des fonds propres privés d'entreprise. Du capital risque aussi, il peut aller jusqu'à des fonds de capital risque qui sont... On peut aller partout, mais surtout, c'est un fonds qui peut se permettre de gérer, de prendre un risque de liquidité un peu plus important qu'un fonds euro,
pour essayer de piloter à contrario la volatilité. En tout cas, notre choix chez Prépare, c'est d'essayer de limiter au maximum. Ça ne doit pas être un produit volatile. Plus 10%, moins 10%, c'est pas pour nous. D'accord. Philippe Crevel, est-ce que par rapport au comportement d'épargne des Français aujourd'hui, est-ce que ça répond selon vous? Est-ce que vous pouvez un peu comprendre les freins qui pourraient encore être psychologiques? On cherche sur du long terme. L'eurocroissance est née à une période justement de baisse des taux qui n'était pas forcément le meilleur moment pour amorcer un nouveau produit. Et puis, d'autre part, il était très complexe. Et il n'a pas, dans un premier temps, recueilli les faveurs des épargnants qui ont privilégié des produits traditionnels comme le fonds euro et l'histoire d'une garantie à terme qui n'était pas non plus exprimée de manière claire en termes de rendement. Les commerciaux avaient du mal à le vendre et les épargnants ne le comprenaient pas. Si maintenant on voit les progrès qui ont été réalisés en particulier avec la loi Pacte pour pouvoir harmoniser les rendements, quand on voit aujourd'hui où on en est en termes justement de rendement sur les produits dits de taux, évidemment, s'ouvre une fenêtre. D'autant plus que les Français sont quand même inquiets sur un sujet, c'est la retraite. La retraite reste une constante, permanente, comme sujet d'inquiétude pour les Français. Il y a la succession des réformes, qui évidemment influe sur cette appréciation, et il y a l'idée qu'au moment de la retraite, on n'aura pas suffisamment d'argent avec sa pension pour vivre correctement. C'est à peu près 72% des Français, selon un sondage. Donc, j'avais organisé avec l'IFOP, donc au mois de septembre 2020, 72% des Français. Donc, évidemment, un produit qui serait de long terme, qu'on peut loger dans le plan d'épargne retraite, qui bénéficie d'avantages fiscaux conséquents, évidemment, là, ça rentre en phase avec les souhaits, les attentes des Français, sous réserve évidemment qu'ils soient expliqués clairement, comme ça a été fait à l'instant. On comprend la logique du produit, on comprend qu'on peut avoir une certaine forme de garantie assez élevée qu'on choisit avec un peu plus de rendement grâce à la diversification. Donc là, j'ai sur un produit de long terme qui correspond à une attente des Français, à la fois de la garantie et à la fois du rendement. Donc évidemment, je pense que ça rentre en résonance. C'est un produit de retraite, pur. Sachant que voilà, il y a une épargne abondante aujourd'hui pour aller. Et c'est vrai que c'est une épargne. Philippe l'a dit, c'est une épargne. C'est une non-épargne. C'est une épargne qui est restée à vue. Mais on peut aller un petit peu plus loin dans les réflexions que la crise de cette période masquée actuelle. Et pour revenir sur la retraite, je dirais que le fonds euro, lui, il est parfaitement adapté au moment où vous êtes en période de consommation de votre épargne. Effectivement, se dire j'ai besoin de revenus complémentaires, alors que vous les ayez fait sous forme d'une rente viagère, bon ça c'est autre chose, mais vous avez conservé que ce soit un plan d'épargne retraite d'ailleurs ou une assurance vie. Vous consommez, vous avez besoin de quelque chose d'extrêmement stable. Dans toute la période précédente, vous avez besoin d'un petit peu plus de rendement avec un certain niveau de garantie. Et là, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, ouvrir un contrat d'assurance vie ou un PER, peu importe, c'est-à-dire avoir une vision longue, avec du fonds euro, ça n'a aucun sens. Aucun. Vous êtes pertinent ou bien conseillé, vous êtes compétent, vous gérez vous-même des unités de compte sur les marchés financiers, eh bien parfait. Et vous aurez probablement le meilleur rendement qui soit, mais avec parfois quelques émotions, positives ou négatives. Vous préférez une certaine, j'ai pas dit une régularité systématique, mais enfin une certaine régularité, et bien dans ce cas-là, c'est le fonds euro croissance, dans la phase d'épargne. Et il va falloir sortir de cette notion de court terme, c'est quand même sur un plan comportemental alors je dis pas que ça bloque, mais il va falloir casser cette approche systématique. L'épargne doit être absolument disponible, en tout cas elle est disponible d'ailleurs, mais en valeur de marché. D'une part, elle est disponible, mais que chacun ait une épargne de précaution. Très bien, le livret A est parfaitement adapté à la chose. Au-delà, il faut réfléchir un petit peu différemment. Et en plus, oui, vous pouvez rentrer dans une assurance vie et en reprendre vos fonds, parce que vous avez un accident de vie, un besoin, je ne sais quoi. Il n'empêche que, quand on regarde, l'épargnant moyen reste chez nous en moyenne 11 à 12 ans. Donc, pourquoi se loger dans un produit de court terme avec un rendement de court terme lorsqu'on a 11 à 12 ans devant soi?
Surtout quand on investit en plus de manière régulière. En plus, ce qui permet encore de lisser le rendement. Et Christian Cacciutolo commençait à évoquer tout à l'heure une utilisation du fonds croissance pour les entreprises, donc dans le cadre d'un contrat de capitalisation. Non, sous certaines conditions, bien évidemment. Oui. Je veux dire, il y a un certain nombre d'entreprises, d'abord toutes les entreprises ont quelques difficultés pour gérer leur trésorerie, vu les taux qui sont même négatifs sur les CCAF de trésorerie si on applique les frais de gestion inhérents. Mais à côté de ça, il y a un grand nombre d'entreprises qui ont une trésorerie qu'ils n'utilisent jamais ou qui veulent garder ou qui sont obligés de provisionner, comme par exemple les assureurs, mais sur d'autres sujets, sur du très long terme ou sur du long terme pour des projets à venir. Et donc là, cette petite partie de la trésorerie, où peut-elle aller se loger aujourd'hui ? Il semblerait que le fonds Eurocroissance, si bien sûr l'objectif, sauf accident de la vie, est à moyen et long terme, puisse répondre à avoir une meilleure performance avec une grande solidité, puisqu'il est géré avec des règles qui se rapprochent du fonds en euros, mais avec un petit peu plus de diversification, on va chercher de la performance, que ça soit un outil qui puisse servir à cette petite partie de la trésorerie. La partie de la trésorerie long terme que peuvent avoir les organisations. On peut peut-être dire que ça va être le placement du fonds le roulement long terme de l'entreprise. Ça, ouais. Enfin, voilà, d'une partie longue, mais pas du financement du besoin en fonds de roulement, certainement. Ah non. Non, mais il y a toujours une partie de la trésorerie des entreprises. Non, mais même le fonds euro, il y a eu des velléités d'utiliser à l'époque le fonds euro comme super SICAF de trésorerie. Ça n'est pas fait pour ça, c'est extrêmement dangereux. Oui, effectivement, ça a été fait. Mais là, c'est pas du tout le même... En tous les cas, il est clair qu'il y a une très forte demande, ou des entreprises, ou même d'un certain nombre d'associations, qui se posent, professionnelles d'ailleurs, ou d'autres, qui cherchent des solutions. Et très clairement, sur la partie moyen, voire long terme, ça peut répondre à une petite partie du besoin. Eh bien, moi, je trouve que c'est... Alors, en tant que souscripteur potentiel, je le trouve ça assez simple. Alors, oui, on en reparlera. Je trouve ça plutôt simple. Est-ce que il y a encore alors pas forcément au niveau des réseaux, mais est-ce qu'il y a encore des réticences ? Faut expliquer encore les choses, Christian. Est-ce qu'on sent des... déjà, on donne encore oui, mais bon, on connaît pas bien. Déjà, il y a une histoire qui semble un peu compliquée, donc il y a des points d'ancrage psychologique et chez les clients et chez les conseillers. Ensuite, il y a des marchés sur lesquels il y a un peu de manque de visibilité. Et à côté de ça, à tort d'ailleurs, il y a des produits structurés sur lesquels on pourrait éventuellement faire l'amalgame. Donc je pense qu'il y a un gros travail pédagogique à faire pour que ça soit bien utilisé. Mais sur du moyen long terme, je pense qu'avec cette baisse des taux qui risque de s'installer pendant longtemps et les angoisses un peu entretenues par les journalistes qu'il peut y avoir sur les fonds immobiliers de type SCPI, OPCI, etc., font que effectivement, je dirais, il y a un vrai intérêt et il y avait un vrai besoin de pédagogie vis-à-vis et des conseillers et bien évidemment des clients. Eh bien, ce sera la conclusion. Christian, merci beaucoup. Jean-François Pellet, merci. Donc, je rappelle, président du directoire de Prépare Vie, groupe Brel. Philippe Crevel, économiste, merci de cet éclairage, économiste de Réo Ecodata. Merci de cet éclairage et puis bienvenue dans d'autres émissions, parce que je pense que effectivement les périodes qui vont s'ouvrir vont être assez intéressantes sur un plan macro et sur un plan financier. Christian Cacciutolo, eh bien, on vous souhaite un bon développement sur cette cette nouvelle formule d'Eurocroissance, comme vous l'avez dit, beaucoup de pédagogie. Et on n'a rien contre l'immobilier. Au revoir à tous et à très bientôt sur un autre plateau d'Assurance TV. Merci beaucoup. Au revoir.